Des corps mutilés, du sang répandu un peu partout sur une dizaine de mètres carrés et des meubles complètement détruits. Les images de l'attentat à la bombe perpétré le dimanche 15 janvier dans l'est de la République démocratique du Congo sont choquantes. C'est la ville de Kasindi, frontalière avec l'Ouganda, à 80 km de la ville de Beni, en province du Nord Kivu, qui a été ciblée. Les fidèles de la communauté des églises de Pentecôte en Afrique centrale étaient en plein culte et de baptême et n'ont rien vu venir. L'explosion a même tout emporté. D'après l'armée congolaise, 13 personnes sont mortes et plus de 60 autres blessées. Et parmi elles, certains ne pourront plus jamais utiliser entièrement certains membres de leur corps. Les forces congolaises réussissent tout de même dans la foulée à arrêter un suspect de nationalité kenyane. S'agit-il d'une attaque djihadiste? C'est l'une des questions que l'on se pose ce soir. Des djihadistes opèrent-ils dans l'est de la République démocratique du Congo? Si oui, qui tire les ficelles dans ce cas? Voici autant de questions donc qui trouveront réponse dans quelques instants. Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde. Bienvenue mesdames et messieurs à cette nouvelle édition du Point sur l'actualité. Vous êtes bien sur les antennes de Foyo Média Africa. Vous nous suivez en radio sur la 96.3 FM et sur satellite Eutelsat. Et naturellement, Facebook et YouTube accueillent nos internautes avec qui on échange d'ailleurs. Il y a une interactivité pendant nos différentes émissions en ligne et sans oublier ceux qui ont téléchargé l'application de Foyo. Tout cela nous honore. Merci donc d'être avec nous. Des djihadistes opèrent-ils dans l'est de la République démocratique du Congo? C'est la question que nous posons aujourd'hui à nos téléspectateurs que vous êtes, puisque vous êtes une sorte de panélistes à distance, mais aussi nos consultants sur les différents plateaux. Avec moi sur le plateau central, notre consultant permanent Jonathan Batengene est là. Bonsoir Dio. Bonsoir Bachir Mohamaladan, bonsoir à tous à notre copanéliste d'abord éminent, vous allez le présenter. Il va nous rejoindre certainement au cours de l'émission. Notre très international géopoliticien Luc Michel. Oui. Bonsoir à tous les techniciens, M. Son, M. Signé, M. Foucault, M. Foucault. Tous ceux qui contribuent à ce que cette émission se produise, le personnel de Forio Média, la direction générale, les autorités du Cameroun particulièrement, les forces de sécurité et de défense, nous les réagissons à toutes ces forces qui combattent l'obscurantisme sur le territoire africain. Quand nous disons obscurantisme, allez bien y voir toutes les forces que nous combattons et que nous décrions ici sur le plateau. Donc nous demandons également la libération de notre sœur et mère, Edith Puchéry-Ballet. Elle est embastillée par le régime dictatorial du despote sanguinaire d'Abidjan, Alassane Dramane Ouattara. Nous demandons sa libération parce que Edith Puchéry-Ballet est innocente. C'est une forfaiture, c'est un acte délibéré arbitraire pour violer ses droits parce qu'elle avait découvert la vérité sur l'identité des mercenaires. D'ailleurs, l'histoire lui a donné raison. Pour cacher cette identité davantage, le despote sanguinaire d'Abidjan a changé les militaires à Lomé. Et il a ramené une bande de personnes qui se revendiquent avoir été captifs au niveau, bien avoir été séjournés à Bamako. Oui. Nous dénonçons cette forfaiture. Nous disons à Edith, notre sœur, notre mère, notre femme, courage, courage. Tu n'es pas seul. Toute l'Afrique est avec toi. Tous les panafricanistes sont avec toi. Tu es notre Rosa Parks. Désormais, nous demandons aux leaders de la société civile ivoirienne d'observer quand même tous les vendredis un mouvement social qui va montrer la solidarité vis-à-vis d'Edith. Il faut impulser ce mouvement social. Il faut que les leaders de la société civile ivoirienne fassent quelque chose pour que les lignes bougent. Tous les vendredis, vous pouvez décider de vous habiller en noir pour dénoncer l'arrestation de notre sœur Edith Puchéry-Ballet et demander et être solidaire de sa cause. Cette dame est une grande dame.
Nous dénonçons encore ce pseudo-congrès panafricaniste qui est prévu pour le Maroc. Ça a été annoncé par l'un des larbins de la France-Afrique, le ministre des Affaires étrangères du Togo, M. Ducé. Nous dénonçons cela, nous demandons à tous les panafricanistes de par le continent et de par le monde de ne pas s'associer à ce congrès, de le dénoncer et de faire tout pour qu'il soit un échec. Nous ne pouvons pas nous laisser instrumentaliser par la jeune française. Nous ne pouvons pas laisser notre combat être galvaudé par la jeune française. Nous devons rester sereins dans notre combat et continuer vers les victoires, parce que les victoires d'étape que nous avons réalisées nous galvanisent davantage. Merci en tout cas Jonathan Batengene pour cette introduction et ces coups de gueule, ces dénonciations qui reviennent presque tous les jours, tous les soirs j'allais dire sur nos différents plateaux. C'est très important quand même cette solidarité entre panafricanistes. Jonathan Batengene, nous parlons de la République démocratique du Congo, de l'Est encore une fois. L'Est qui est très souvent attaqué, on sait, il y a quelques semaines on parlait encore du M23 soutenu par le Rwanda, etc. etc. Et puis ces derniers jours, c'est plutôt des attaques avec des nouvelles méthodes, on cible des regroupements religieux, si on peut dire ainsi, et puis l'attaque est lancée. Du coup, on se demande, est-ce que les méthodes ont changé? Est-ce que ce sont d'autres organisations? Sommes-nous dans la logique de ce que l'Occident appelle le terrorisme djihadiste? D'abord, nous devons d'abord dénoncer cette expression, ce mot djihadiste. Oui. Vous êtes un imam, Bachir, vous savez que djihad, ça ne veut rien dire. De manière fondamentale, pour un musulman, c'est un combat interne que vous menez pour l'amélioration de votre pratique et de votre personnalité. Il y a eu une instrumentalisation à partir de 1861, lorsque l'Empire ottoman était en contradiction avec l'Empire russe au niveau de Jérusalem. Les Français ont donc penché pour, le royaume de France a penché pour l'Empire ottoman, et il y a des pseudo-islamologues donc qui se sont intéressés à, ils ont montré, ils disent, un intérêt pour l'islam. Ils ont commencé à écrire, c'est ainsi qu'on a vu les textes de Lamartine et de beaucoup d'autres auteurs. Il y a même, il y a beaucoup de grands historiens qui ont écrit à cette période. Et dans ce sillage-là, ils ont donné de l'islam un visage qui n'était pas celui de l'islam. D'abord, eux, ils n'avaient pas une bonne maîtrise de l'islam. Et il faut comprendre que les historiens français étaient toujours empreints de ces préjugés vis-à-vis de la religion de l'Orient, ce qu'ils présentaient comme la religion de l'Orient, la grande religion de l'Orient, l'islam. Ils avaient ces préjugés que c'était une religion arriérée. Et donc, les notions comme djihad et autres, ils n'avaient pas une bonne maîtrise. Ils ne connaissent même, ils ne connaissaient pas l'histoire de l'islam. Et pourtant, ils ont théorisé là-dessus. Tout à fait. Et ils ont écrit des textes qui deviennent des textes, ils font autorité même dans le monde francophone, mais qui sont des aberrations quand vous placez du point de vue véritablement du monde musulman. Parce que quand ils disent djihad, qui a été repris par les islamologues anglo-saxons également, c'est tout sauf le véritable djihad. Ils ont donné au mot djihad une connotation de guerre entre les individus. Ils ont même refait l'histoire de Muhammad. L'utilisation de la terreur pour répandre l'islam. Tout à fait. Et c'est devenu, parce que tout le monde croit maîtriser l'islam, vous voyez, tout le monde se dit, oui, puisqu'on dit que c'est ça le djihad, ça veut dire que c'est ça le djihad. Et on enseigne ça dans les écoles des énormités pareilles. On leur dit que le djihad existe, que Muhammad a fait le djihad, que vous êtes imam, hein, je parle parce que j'étudie la religion. En tout cas, il est déplacé de son contexte. La religion musulmane, et je peux dire aujourd'hui, avec un certain recul, avec mes connaissances de la religion musulmane, que le djihad n'est pas ce qu'on vous enseigne. C'est faux. C'est faux. L'Occident utilise le mensonge pour dénaturer l'islam. Et puisque pour devenir imam, il n'y a pas une école centralisée, donc beaucoup de gens qui deviennent imams avec de telles aberrations
continuent d'enseigner ces conneries à leurs fidèles qui croient que vraiment il y a un djihad qui signifie forcer les gens à devenir musulmans. Il y a eu l'arabisation de l'islam, mais ça c'est un autre pas. Maintenant, revenons donc, si ce n'est pas du djihad, revenons à la question même terroriste. Et moi je pense pour la thèse, ces explications du docteur Yama la matière font autorité parce qu'il a très bien démontré, quand vous regardez, il y a cohérence dans son discours. Il a très bien démontré qu'un terroriste, c'est un mercenaire. Tout comme un rebelle, c'est un mercenaire. On ne peut pas parler donc de terroristes, de rebelles et de mercenaires comme si c'était des entités détachées. Tous, quand vous prenez la définition du mercenaire, c'est quelqu'un qui se bat pour des intérêts d'un État et qui est rémunéré, mais qui n'est pas un soldat régulier de l'armée de cet État. Donc, c'est un mercenaire. Quand vous regardez donc, par exemple, les rebelles africains, c'est des mercenaires parce qu'ils se battent pour les intérêts de l'Occident, mais ils le font sous la bannière d'un combat politique au sein d'un pays tiers. Donc, c'est des mercenaires. Quand vous prenez les terroristes, c'est la même chose. Donc, c'est du mercenariat international, maintenant segmenté en une hiérarchie ou bien en une typologie de combattants. Les uns se font appeler rebelles pour ceux qui seraient dans les luttes endogènes politiques et les autres qui seraient dans une internationalisation de leur lutte, on les appelle les terroristes. Donc il y a des typologies du combattant, du mercenaire, mais c'est des mercenaires en général. Donc lorsqu'on a pris ces individus comme des mercenaires, maintenant pourquoi, comment comprendre ce qui se passe à l'est de la RDC? À l'est de la RDC, tout part de la situation qui a été pensée par les Occidentaux dans le cadre du remplacement de Mobutu. D'accord. Il fallait renverser Mobutu. Et dans ce qu'ils appellent le géopolitique des Grands Lacs, il fallait garder un contrôle des Grands Lacs en renversant Mobutu. Et pour ça, il fallait utiliser des gens qui sont aux ordres. Alors, le génocide rwandais intervient en 1994. Mais ça intervient en 1994. Donc, il y a l'armée rwandaise qui devra trouver refuge, qui va trouver refuge grâce au soutien de l'armée française. C'est l'armée française qui va utiliser les avions de Bout qu'on a arrêté l'autre jour, on a relâché l'autre jour contre une fumeuse de cannabis états-unienne. Donc, l'armée française va transporter les soldats de l'armée rwandaise. Alors, pendant cette période, qu'est-ce qui s'est passé? Mobutu, qui a certainement travaillé sur ce projet avec les gens de la CIA, parce qu'il a eu des contacts, il savait qu'il y avait quelque chose qui se préparait contre lui. Il savait que les pouvoirs Tutsi, la rébellion Tutsi qui est au Rwanda, bénéficiait du soutien des Tutsis de l'Ouganda, Yoweri Museveni, qui est lui-même un Tutsi. Et on lui avait démontré que cette rébellion qui, si elle prenait le pouvoir, elle devait lui nuire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Mobutu a travaillé à affaiblir, il a travaillé à affaiblir le pouvoir de Museveni. En Ouganda. En Ouganda. Mais pour affaiblir le pouvoir de Museveni, il lui fallait des gens qui maîtrisent la guerre. Alors, il ne pouvait pas utiliser l'armée congolaise immédiatement parce que cette armée avait été épuisée par différentes rébellions. Il va donc récupérer un monsieur qui est chrétien et qui s'est islamisé. Il a fait ses études aux États-Unis. Il s'appelle Jamil Mukula. Et Jamil Mukula va être, quand il revient en Ouganda, il va d'abord faire semblant de soutenir les petits mouvements qui sont les petits nationalismes locaux, c'est-à-dire tous ceux qui pensent que leur village est trop exploité, vraiment, ils veulent leur autonomie. Il va soutenir ces mouvements. Mais après, il va être récupéré par les services spéciaux de Mobutu qui vont l'amener au Soudan pour une formation militaire. Au Soudan, donc, il s'islamise et au Soudan, il fait une formation avec un certain Osama Ben Laden. Jamil Mukula. Donc, il se forme là-bas avec Osama Ben Laden. Au lieu que de revenir donc pour créer une rébellion comme ça se passait
dans la sous-région. Il revient et il organise un mouvement international. Faut noter que Mukula, son mouvement est depuis 2017 allié à l'État islamique. L'État islamique qui lui-même est allié de Al-Qaïda. Donc vous voyez un peu les liens. Oui. Mukula revient donc, il revient, et au lieu que de créer une simple rébellion qui revendique l'indépendance, comme c'était la musique dans la zone, il va plutôt créer un mouvement islamiste. Moi, ça ne veut rien dire, mais c'est une bannière qu'on crée quand on veut faire du terrorisme. On dit mouvement islamiste. Donc, il crée un mouvement où il dit qu'il défend les intérêts des musulmans. Sauf que le problème, c'est la population musulmane du Congo n'est pas endogène de cette zone. C'est-à-dire qu'elle n'est pas autochtone là-bas. Donc, il va donc lui-même travailler avec les organisations humanitaires à l'immigration des Bororo qui vont donc migrer vers cette zone. Et il va au fur et à mesure densifier son mouvement en recrutant parmi les populations Bororo qui sont généralement musulmanes. Il les endoctrine. Voilà, il va les endoctriner, les radicaliser. Et il va recruter certains, mais c'est une zone qui est très acquise au christianisme parce que c'est des populations très bantoues. Donc, il va faire des efforts pour avoir quelques personnes, mais ça sera pas vraiment ça. Mais il va réussir à convaincre aussi ceux qui avaient des petits mouvements de s'allier à son mouvement pour continuer la rébellion. Et cette rébellion-là a formé ce qu'on appelle les Allied Democratic Forces. Les forces alliées, les forces démocratiques alliées. Oui. ADF, NALU. National Army of Liberation of Uganda. C'est une coalition avec donc des différentes rébellions. L'armée démocratique des alliés, les forces démocratiques alliées, qui sont une coalition avec l'armée de libération nationale de l'Ouganda. Forment donc une coalition, et cette coalition sera soutenue par Mobutu pour déstabiliser Yoweri Museveni. Donc c'était ça le sens premier. Sauf que Mobutu va partir du pouvoir. Museveni, ayant perçu le danger, a soutenu Kagame pour renverser Mobutu. Mobutu est parti du pouvoir. Les EDF NALU sont là, ils sont presque en hibernation. Mais Museveni sent qu'ils peuvent à tout moment le gêner. Il va d'abord tenter de récupérer le mouvement, ça va être difficile. Au niveau du Congo, les autorités vont essayer de combattre les EDF. Les EDF vont trouver refuge en Angleterre. Et qui seront les nouveaux protecteurs des EDF? Le MI6 britannique. Les MI6 britanniques. C'est-à-dire le service secret britannique qui va maintenant s'assurer de... Et là, ils vont complexifier la chose. Dans les années 2000, les EDF NALU vont avoir un autre soutien. Ils vont avoir le soutien maintenant des casques bleus bangladais. Les casques bleus bangladais vont être des agents, des sortes d'agents de relais entre leurs différents partenaires. Ils vont leur apporter leur soutien. Et les casques bleus bangladais vont être densifiés dans la zone dans le but de susciter, de créer des mixités dans la zone, des mixités qui vont s'endogénéiser dans la zone, c'est-à-dire des métis, des enfants métis, vont faire les enfants avec les filles congolaises, pour que dans la zone, il y ait maintenant, parce que les Bangladais sont aussi, naturellement, ils sont beaucoup plus musulmans. Donc, ils vont être davantage sollicités à l'est de la RDC. Et c'est le sens même de leur casement, à l'est de la RDC. C'était de créer donc une nouvelle, des populations qui seront davantage, qui se réclameraient davantage musulmanes et qui seraient endogènes à l'est de la RDC. C'est la géopolitique. Il faut noter que les forces françaises ont participé également au renforcement des EDF. Parce que les NALU, l'Armée nationale de libération de l'Ouganda, est constituée d'anciens combattants Hutus de l'armée congolaise et d'anciens combattants Hutus
et des combattants Hutus de l'ancienne armée rwandaise. Donc, c'est les Français qui les ont mis en contact. Donc, il y a dedans la France, la CIA, le MI6 britannique. Il y a même les Allemands parce que les Hutus, l'armée rwandaise, les anciens soldats de l'armée rwandaise sont protégés par les Allemands. Ils sont pour la plupart, leurs hauts responsables sont en Allemagne. Donc, vous avez donc cette coalition qui est organisée là-bas. Mais aujourd'hui, ce qu'ils veulent faire, c'est créer un nouveau foyer de tension sur les bases de ce qu'ils appellent le djihadisme, le terrorisme djihadiste. Pourquoi? Parce que pendant longtemps, on a vu les groupes armés rebelles sévir dans la zone, qui ont une revendication beaucoup plus proche du Rwanda. Et comme le projet, c'est la partition de la RDC et qu'il y a un projet de faire de la RDC, de créer ou 2, ou 3, ou 5, Luc Michel parle beaucoup plus de 5, ou 2, ou 3, ou 5 nouveaux États à l'est de la RDC, eh bien, il faut que ces États aient quand même un embryon d'armée de libération qui se soit formé. Donc, du côté de la frontière avec l'Ouganda, c'est ce mouvement ADF NALU qui porte le combat. Et les villes qui sont les villes cibles de ADF NALU, c'est les villes de Butembo, les villes de Beni, les villes de Goma. Donc, c'est les principales villes du nord-est de la RDC. Est-ce que les ADF NALU sont en majorité musulmans? Au fond, ils n'ont que, si on regarde leurs combattants, la sociologie de leurs combattants, il y a une bonne partie qui ne sont pas musulmans. Et c'est là la grande contradiction avec leur idéologie. Djihadiste, Comment des djihadistes seraient non musulmans? Si le djihad, bien sûr, est entendu à leur sens, comme étant une lutte pour l'expansion d'une religion. Est-ce que, comment des gens qui ne sont pas musulmans même vont défendre l'islam? C'est la grande aberration. La naissance de je veux dire, l'utilisation de cette tactique du terrorisme djihadiste, je mets ça toujours entre guillemets, est-ce que ça ne vient pas du fait que le M23 et les autres mouvements sont désormais démasqués? Il y a un élément. Nous l'avons souvent clamé ici. Il faut regarder la dynamique du M23. Le M23, dans ses luttes de progression, progresse dans un certain sens. L'est de la RDC est bien partitionné. Les Bunagana, Rutshuru, tout ça, c'est les villes du M23. C'est-à-dire que c'est les bastions acquis au M23. Mais les villes comme Beni, Goma, Butembo, ces autres villes-là, c'est les bastions réputés ADF. Oui, mais quand vous voyez, plus proche de l'Ouganda. Et quand vous voyez ces derniers temps la dynamique de progression des M23, c'était beaucoup plus en allant vers Beni, Butembo, Goma. Pourquoi? En fait, il y a une rivalité à l'est de la RDC également entre le Rwanda et l'Ouganda. C'est-à-dire que les Ougandais qui ont accès, parce qu'il paraît que là-bas, ils ont beaucoup plus de mines que de l'autre côté. Donc, les Rwandais qui voyaient ça se disent, les Ougandais sont en train de leur damer le pion. Et il faut se souvenir que au début des années 2000, l'Ouganda et le Rwanda, ce sont les deux armées, se sont affrontées pendant 6 jours sur le territoire de la RDC. 6 jours d'affrontement où l'armée rwandaise est sortie de son territoire pour venir affronter l'armée ougandaise qui elle-même est sortie de son territoire sur le territoire de la RDC. Donc, il y a des rivalités entre l'Ouganda et le Rwanda en matière de siphonnage des ressources naturelles de la RDC à l'est de la RDC. Donc, c'est aussi symptomatique, ces deux rébellions, ces deux organisations illégales et criminelles, c'est symptomatique des rivalités dans le pillage des ressources de la RDC par les pays voisins, qui sont bien sûr de simples satellites au service du grand impérialisme occidental. Très bien. Alors, nous restons toujours, et on va afficher les numéros pour nos téléspectateurs. Je rappelle qu'à tout moment, on pourrait être rejoint par Luc Michel, qui est officier en ce moment sous d'autres cieux, mais il nous rejoindra certainement. Est-ce que aujourd'hui, Jonathan Batengene, on peut dire, sans risque de se tromper, que cette nouvelle approche, cette nouvelle façon de terroriser est justement
dans la méthode djihadiste? D'abord, l'approche n'est pas une méthode musulmane. Il faut d'abord dire, c'est pas du djihad. Oui. Alors dans le cas présent, quand vous on a prenez, ciblé quoi, une même église. dans les pratiques des Arabes dans le passé, les Arabes n'utilisaient pas la lâcheté pour se faire, pour s'exprimer. Oui. Moi je suis, au moins aujourd'hui je peux le dire, je réalise un travail assez fourni sur l'islam. L'une des qualités des musulmans, c'est, ils ne revendiquent pas l'amour, hein, pardon, des Arabes, ce n'est pas l'amour. Les Arabes revendiquent comme première qualité le courage, la bravoure. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas peur d'affronter une foule tout seul. Chez les Arabes, mourir, périr l'arme à la main, c'est un acte d'honneur. Le martyr. Oui. Et ça, c'est indépendamment de l'islam. C'est leur culture. Ça, c'est des traits culturels de l'arabe. Donc, d'où vient-il que ce trait culturel-là, qui est arabe, on nous dit que c'est eux que la religion qui est née en Arabie se serait répandue avec des traits de lâcheté. C'est-à-dire que quelqu'un vient placer une bombe et puis... Non, les traits de lâcheté comme tels, il faut voir ça dans les rivalités franco-britanniques. À partir de Fashoda. Là, vous retrouvez ces traits de lâcheté. Où la France utilisait des mercenaires qui posaient des actes de sabotage. D'ailleurs, il faut même remonter plus loin, toujours dans les rivalités franco-britanniques, dans le contrôle des mers, avec les pirates, les fameux pirates. Il faut noter que les pirates, contrairement à l'image qu'on nous donne des pirates, quand on fait des films, on nous fait John, comment on appelle ce gars-là, le célèbre acteur états-unien qui fait des films. Rambo? Non, il y a celui qui a les pirates de mer là. Ah, d'accord, je vois. Et celui qui a joué Pirates des Caraïbes, voilà, etc. le pirate des Caraïbes. Oui, je retrouve. L'image, c'est qu'on nous dit que les pirates cherchaient un trésor. C'est faux. Les pirates étaient des gens qui faisaient de la contrebande pour le compte des États. Oui. Et c'est les États, c'est des grands, c'est certains hauts responsables de l'aristocratie qui entretenaient des bandes de pirates dans certaines zones. Et ça leur permettait de saboter les navires de commerce. Johnny Depp. Voilà, Johnny Depp. Ça permettait de saboter les navires de commerce des autres en les pillant et faciliter le commerce plutôt avec les navires de l'État qui emploie ces pirates. Donc, les uns constatant que les pirates de l'autre faisaient du travail, eux aussi montaient leurs pirates qui faisaient le même boulot. C'était des bandes organisées par les États. Oui. Donc, contrairement à ce qu'on nous a toujours servi, on dit que les pirates étaient des bandits qui sortaient de nulle part comme ça, ils voulaient chercher un trésor qui serait dans les... Non, ça c'est pas ça. Les gens étaient organisés pour commettre des actes de sabotage. Donc l'Occident a toujours eu cette dynamique. Quand vous allez historiquement, c'est la dynamique de l'Occident. Il y a toujours eu ce recours à des saboteurs. Et c'est effectivement le travail de ces mercenaires qui sont utilisés dans le cadre des attentats. Vous allez voir que ces gens viennent de manière dissimulée et posent des engins explosifs qui vont apporter atteinte à la vie des milliers de personnes. C'est le même mode opératoire. Donc, ce n'est pas du djihadisme, c'est des actes de sabotage portés par des mercenaires qui sont typologisés comme étant du terrorisme. C'est des manières d'agir qui ont toujours été utilisées par les services spéciaux des pays occidentaux. Ce n'est pas nouveau pour eux, c'est quelque chose, c'est un mode opératoire qui a toujours eu cours dans leur histoire et ils ont simplement réactualisé ça en modernisant avec les bombes maintenant. Maintenant, c'est les bombes qu'ils utilisent. Et ils utilisent des acteurs qui sont des acteurs locaux à qui on impute plutôt la défense d'une idéologie religieuse. Donc on dit c'est des terroristes djihadistes. Donc on leur impute cette idéologie pour légitimer leur acte. Alors qu'au fond, c'est des mercenaires qui travaillent pour les États occidentaux. L'objectif, c'est d'abord d'amener l'opinion internationale à légitimer qu'il y a un problème musulman au nord-est de la RDC. Ce qui est faux. Parce que anthropologiquement, vous ne trouvez pas d'ancrage musulman dans cette zone. Je crois que ça entre aussi dans la thèse défendue par
le chercheur, alors comment il s'appelle déjà, Thierry Vicoulon, qui disait que oui, la question du terrorisme djihadiste à l'est de la RDC est un mythe. En réalité, il disait, oui, mais ils veulent légitimer le mythe. C'est-à-dire, donc c'est un ballon d'essai. En fait, non, c'est pas un simple ballon d'essai. Oui. L'action politique est essentiellement, est en grande partie faite par des symboles. Oui. C'est-à-dire que quand un homme politique, quand une organisation politique bien structurée, bien organisée, veut vous amener à un objectif précis, elle ne va pas décliner cet objectif, elle ne va pas déclamer cet objectif simplement. Elle va vous dire, l'objectif c'est ceci. Mais avant de vous dire que l'objectif c'est ceci, elle va vous lancer des petits signes qui vont attirer votre attention, qui vont éveiller votre attention et qui vont susciter votre intérêt. À un moment, vous serez tellement focalisé sur les éléments qui caractérisent l'objectif que lorsqu'on va vous déclarer l'objectif, vous allez vous dire, ah, c'était quand même, c'était un peu flagrant. Ça devient évident pour vous. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Il faut, de fil en aiguille, poser des actes qui vont susciter le débat sur la question de ces minorités musulmanes qui seraient peut-être occultées à l'est de la RDC. Voilà comment ils vont présenter ça dans leurs médias. Il y a des minorités occultées à l'est de la RDC. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Oui, et on va vous parler des Bororo. Là maintenant, vous allez voir qu'anthropologiquement, on peut dater, et historiquement, on peut dater l'arrivée des Bororo dans cette zone. On va vous parler de ces populations qui se sont sédentarisées, qui aujourd'hui mènent une activité. On va vous parler de ces jeunes qui sont métissés, qui sont bangladeaux-congolais, qui sont devenus, par la force des choses et de la nationalité, parce que nés là-bas, ils sont devenus congolais. Donc, on va vous parler de ces réalités, on vous dit, mais ça c'est les transformations. Et puis ils vont vous prendre leur ville, qui elles aussi connaissent des mutations sociologiques, en vous disant, s'il y a des mutations chez nous, pourquoi là-bas, ces mutations, ces pays n'arrivent pas à s'adapter. Et de fil en aiguille, l'opinion va s'habituer à ce type de débat. Et l'opinion va intégrer que cette population-là mérite bien d'avoir ce combat et de le mener. Maintenant, dès que l'idée est légitimée, les combattants vont monter en puissance. Et ils vont donc délivrer l'autre partie du plan qui est la revendication d'un État qui respecte leur identité. Alors, dans ce cas, l'effet inverse est aussi possible, c'est-à-dire les populations se diront que ces minorités sont une menace, d'où peut-être des guerres tribales cette fois-là. L'objectif même, c'est d'amener à cette erreur. Si les populations rentrent dans les logiques de haine, avec une guerre tribale, eh bien on leur sert sur un plateau l'idée de la sécession. Très bien. Donc, puisqu'il faut parvenir à la sécession de fil en aiguille, ils sont en train de construire le narratif qui va porter l'idée sécessionniste et ils sont simplement au début, à la formation de cette idée-là. Allons donner la parole à nos téléspectateurs. Abou d'Angleterre est en attente depuis quelques minutes et il vous a d'ailleurs religieusement suivi. Abou, bonsoir cher ami, merci d'être le premier appelant. Vous avez la parole. Bonsoir mon très cher frère Bachi Ladan. Je suis tellement content de te revoir ce soir. Oui, c'est le frère Abou depuis l'Angleterre. Je salue le brillantissime Jonathan Bazegene. Et je confirme, Bachi, vous êtes le meilleur journaliste du monde. Et je salue aussi le doyen Luc Michel l'Africain, à qui je souhaite en tout cas tous mes meilleurs voeux pour l'année 2023. Et je salue les techniciens et tous les appelants. Bachi, une fois que j'ai dit cela, vous savez, en ce qui concerne la problématique d'aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui en RDC, on veut faire intervenir ce qu'on appelle la problématique djihadiste. Ce que nous, Africains, nous devons nous mettre toujours, garder ça en tête, est que le djihadisme n'existe pas. Le djihadisme, en fait, c'est des mercenaires à la solde des impérialistes, en l'occurrence des États-Unis. On sait que ça a commencé en Afghanistan, où Ben Laden était un agent de la CIA qui était subventionné par les États-Unis, et on a commencé à dire que c'était les Freedom Fighters qui se battaient contre l'URSS, et en ce temps, on avait dit que
c'était des djihadistes, vous comprenez, qui étaient en train de défendre l'islam. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que c'est des mercenaires qu'on fait intervenir dans la donne de RDC. Pourquoi? Parce que à ce jour, ceux qu'on appelait le groupe rebelle qui était proche de l'Ouganda, maintenant, l'Ouganda qui n'est pas en ce moment en bonne échéance avec les impérialistes, parce que l'Ouganda ayant trouvé du pétrole qu'elle veut faire parvenir en Tanzanie, et que les impérialistes sont contre ce projet-là, ça fait qu'ils ne s'entendent pas actuellement. Donc, les groupes qui étaient affiliés à l'Ouganda ne sont plus contrôlés par ces impérialistes-là. Ils n'ont plus le contrôle total sur eux. Les groupes aussi qui étaient affiliés au Rwanda, le Rwanda aussi, puisque eux, ils se sont habitués et ils commencent à être des nationalistes. Donc, ils ne sont plus aussi tellement... Ils ne rendent pas trop compte aux impérialistes. Donc, les impérialistes, qu'est-ce qu'ils vont ajouter? Ils vont ajouter leur groupe, leur propre groupe, sur la bannière des djihadistes, parce que ça a toujours été des mercenaires qu'eux, ils maîtrisent, puisque ce sont des groupes qu'eux-mêmes, ils organisent et ils envoient sur le terrain. Donc, cette nouvelle donne-là, qui vont armer, qui vont chasser les deux autres groupes qu'eux ne maîtrisent pas, et ils vont dire que c'est la problématique djihadiste qui leur permet d'intervenir là-bas, et comme ça, ils auront tout le contrôle de l'Est de l'RDC et faire leur plan de sécession de l'RDC. Donc, ils utilisent leur outil habituel sous bannière du djihadisme, qui en fait est des groupes mercenaires qu'eux-mêmes ils montent partout dans le monde, mais sous le point de terrorisme, ils savent que l'aura, ça aura plus d'aura, et eux ils pourront intervenir par rapport à l'ONU. On pourra vite voter des trucs, comme on appelle ça même, de leur donner l'autorisation d'aller intervenir pour sauver les Congolais, pour soi-disant sauver les Congolais contre le djihadisme. Donc c'est un peu la même escroquerie encore. Vous comprenez? Il n'y a pas de djihadistes qui existent, c'est les mercenaires de l'impérialisme qu'on envoie là-bas pour qu'eux, ils aient le contrôle total de cette partie-là de l'Afrique. Et nous disons que il faudra que le gouvernement de l'RDC sache que maintenant il n'y a plus à tergiverser. Il faut aller faire le partenariat stratégique avec la Russie pour chasser tous ces terroristes-là avant que les terroristes impérialistes viennent s'installer. Je vous remercie, c'était M. Abou depuis l'Angleterre. Bye bye from now. Merci à vous, cher Abou, depuis l'Angleterre, pour cette contribution qui nous conduit d'ailleurs au Bénin, d'où nous attend Sidi. Bonsoir, M. Sidi. Bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est M. Sidi depuis le Bénin. Bon, je salue tout le plateau, mon ami Jonathan Batengere, l'homme fort, et je vous dis assalamu alaikum, monsieur Bachir. Bachir, vous êtes un très grand journaliste, je le répète, et je n'attendrai pas le jour que vous allez mourir avant de le dire. Donc, sur ce, avant de commencer, il faut qu'on mette clair certaines ambiguïtés. Il faut enlever de votre vocabulaire en annonçant ces bandits-là ou bien ces terroristes-là le thème djihadiste. Le djihadisme en islam, ça n'existe même plus. Ça n'existe plus. Donc, utilisez le thème terrorisme. Donc, ils ont des mercenaires qui recrutent pour terroriser les gens. Qui nous souvient, Bachir, la RDC n'a jamais été un pays. C'est justement la propriété privée du roi Léopold II et des firmes occidentales. Aujourd'hui, si vous voyez la question du djihadisme ou du terrorisme apparaître dans cette zone-là, c'est que les intérêts des firmes occidentales, puisqu'ils se sont partagés le Congo entre eux, ça veut dire que les intérêts sont en train d'être menacés. Et il faut justement réagir. Comment réagir? C'est trouver un pseudo-djihadisme pour venir couvrir le malheur, c'est-à-dire les seuls besoins, et venir parler du djihadisme. Voici là-dedans, mon frère, c'est un chaos que les Occidentaux et Américains criminels veulent organiser. Car lorsque la RDC va se retirer qu'on appelle de la main de ces gens-là,
ça signifie que la fin de la souffrance et surtout la libération complète de l'Afrique a sonné, considérant les ressources dont regorge la RDC. Ils savent bien que la RDC seule suffit pour libérer l'Afrique et c'est la somalisation, je dis bien, c'est la somalisation qui est de la RDC qui est actée. Il faut que les gens prennent leurs responsabilités. Si le président Tshisekedi Tshilombo n'est plus capable de gérer ce pays, il va falloir qu'il démissionne. Parce que l'heure n'est plus à la blague. Ici, c'est du sérieux, Bachi. Ce qu'ils ont commencé là, ils seront obligés de réclamer qu'on appelle l'autonomie, comme ils ont fait au Soudan. On divise le pays en deux, c'est-à-dire une partie où il y a de vraies ressources, on donne ça aux films, on trouve des panthères, des valets, qu'on nomme comme président, comme le comte de Zelensky de l'autre côté en Ukraine. Donc, on utilise les ressources minières jusqu'à quand ça va s'arrêter. Et il faut qu'on commence par prendre nos responsabilités. Je suis d'accord avec, on appelle mon frère Jonathan Bakengere, qui a vu juste et qui a fait une analyse très très pertinente de la situation. Et vraiment, il est temps qu'on arrête avec les supplications, avec les lamentations et agir. Ce qui a lieu de faire ici, c'est que Tshisekedi descend et Kabila monte. Il n'y a pas une autre explication parce qu'on sent que lui ne peut pas gérer ça. Ce que vous voyez là, le Rwanda, Paul Kagame a commencé par lâcher certaines pistes. Et les Occidentaux ont compris qu'en réalité, il y a un danger qui est en train de se. Qui est en train de venir à l'horizon. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut amener qu'on appelle d'autres éléments, qu'on appelle des terroristes ou des djihadistes, pour venir embrouiller la société. Depuis quand il y a des musulmans en RDC ou bien des chrétiens qui se battent, il y a toujours la paix, que ce soit musulmans ou chrétiens en Afrique. On a toujours appris à cohabiter depuis quand cette affaire-là commence. Donc, M. Bachir Adam, je ne veux pas trop monopoliser la parole, et il faut aussi mettre l'action sur les endocolons. Il faut taper sur les endocolons parce que ce sont eux qui sont à l'œuvre là. Vous avez vu un blanc là? Vous avez vu, comment on appelle, un Américain ou bien un Occidental là? Non. On utilise nos propres frères contre nous. Il faut que, je répète encore, il faut que la peine de mort revienne pour que chacun se calme et suive l'intérêt maintenant du panafricanisme. Comme le dit mon frère Abou, nous sommes en guerre. C'est Dieu qui en faut. Que Dieu vous bénisse, Bachir. Assalamu alaikum. Merci à vous, très cher Sidi, depuis le Bénin. Nous restons au téléphone et c'est notre plus fidèle, Gallo Seli, qui nous appelle. Bonsoir, Gallo Seli. Bonsoir, monsieur Ladan. Bonsoir aux téléspectateurs de For You et bonsoir à votre invité, monsieur Batengene. Monsieur Ladan, monsieur Batengene a été d'une précision chirurgicale ce soir. Comment peut-on comprendre la présence des musulmans en terre Congo, dans le royaume du Congo? Je vous dis, il a été d'une précision chirurgicale, aussi bien sur le développement que sur les objectifs. Et c'est moi, aujourd'hui, j'appelle là tout simplement pour pointer les deux dangers qui se profilent à l'horizon. Car nous savons depuis longtemps que lors du grand djihad qui se faisait avec des chevaux, l'islam n'a pas pu pénétrer dans la forêt tropicale. Il y a eu du contournement de l'Afrique par Zanzibar jusqu'en Afrique du Sud où on pouvait trouver encore quelques musulmans ou bien jusqu'à l'île Maurice. Mais la forêt africaine n'a pas pu être pénétrée par la guerre sainte. Donc ça c'est quelque chose qui est connu, qui est installé très bien dans le cerveau de quasiment tous les habitants de cette planète. C'est alors pourquoi M. Batengene vous dit, si vous voyez ces agissements-là, c'est parce qu'ils veulent maintenant installer dans l'imaginaire. Parce que chaque fois qu'il y aura un problème dans cette zone, les gens vont se demander, mais comment? D'où sont venus ces musulmans? Et c'est ça qu'on est en train de vouloir installer, d'instiller dans les cerveaux des gens qu'il y a des musulmans dans ces zones-là. Alors, comment en sommes-nous arrivés là? M. Batengene a donné déjà quelques éléments de piste pour dire comment on est venu progressivement installer des musulmans en plein Congo pendant que les Congolais se dansaient, se maquillaient, se changeaient la peau. Il faut aller plus loin.
monsieur Ladan, pour voir que si ces prédateurs-là sont en train de donner ces signes-là, c'est parce qu'ils ont déjà préparé le terrain. Non seulement ils ont déjà préparé le terrain, mais ils étaient sur le point d'envoyer les commandeurs en chef de ces troupes-là à travers le Rwanda. C'est l'une des choses avec laquelle je n'étais pas d'accord avec le président Kagame. Il accueillait des étrangers et tout. On a tous nos jeunes là qui partent mourir dans le désert et dans la Méditerranée. Mais M. Kagame dit qu'il va recevoir des musulmans. Enfin, il y a un groupe de djihadistes là en Angleterre qui veut l'accueillir sur son territoire. Et moi, je savais que ces gens-là, s'ils entrent au Rwanda, c'est pour aller commander ces poches des musulmans qu'on a installés au cœur du royaume Congo. Et c'est là où je dis, faisons très attention. Si ces gens-là sortent ce sujet à l'heure où nous parlons, ça veut dire que le terrain est déjà préparé. Il faut seulement préparer l'opinion internationale pour leur faire comprendre. Non, non, ne soyez pas surpris. Il y a des autochtones musulmans dans cette région depuis très longtemps. Et je finis en lançant un appel aux Congolais. La terre d'Afrique a digéré toutes les religions du monde. N'acceptons pas ces guerres saintes sur nos territoires. Qu'il y ait déjà des musulmans ou pas, ce n'est pas un problème, c'est des êtres humains. Que chacun va à ses occupations et qu'on regarde qui est derrière ces choses-là, on les boutera dehors. Merci de m'avoir écouté. Merci à vous, cher Gallo Sely, pour la contribution. On va rester au téléphone en allant aux États-Unis d'Amérique et c'est Jean Sacponou qui nous appelle. Bonsoir Jean, j'imagine que ce soir vous arborez votre casquette d'homme d'église, homme de Dieu. Merci. Bonjour Bachir. Bonjour Jean. Bonjour, que Dieu te bénisse. Amen. Bonjour. Amen. Bonjour à votre invité Jonathan. Bonjour technicien. Bonjour à Siliki, je pense bien, je prononce bien son nom, de Bénin. Et bonjour à Gallo Sely. Vraiment, Bachir, je remercie le créateur. Ces deux personnes qui sont intervenues tout à l'heure ont vraiment ont pénétré le problème justement. Vous voyez, Bachir, ça fait pitié. Le pape François se prépare pour se rendre en RDC dans quelques jours. Vous savez ça? Tout cela fait partie du plan de ces démons. Je dis bien de ces démons. Parce que ce n'est pas le fait de s'habiller en pape, en chef d'église ou bien en prêtre qui est le problème de la foi chrétienne. C'est faux. C'est l'habit qu'ils ont donné à cela qui fait qu'aujourd'hui, quand on parle de la foi chrétienne, les gens pensent directement à ceux-là. Non, ce n'est pas. Ils sont dans les bras de Lucifer. Ils marchent. Tout est conclu, hein, mais ils vont échouer, Bachir. Vous savez pourquoi? Parce que le Congo, nous pouvons dire que c'est le poumon même. C'est dans la spiritualité africaine, ou bien dans la création de Dieu, le Congo est un pays, c'est la terre de Dieu, je dirais. C'est la terre de Dieu. Donc, nous, ce Dieu-là, d'amour et de justice, nous l'invoquons. Et nous demandons son intervention en RDC pour que toutes ces choses-là s'arrêtent. Parce que ce sont les vies humaines qui en payent le prix. Alors que nous sommes nés pour construire et non pour détruire. Donc, Bachir, tout est dit. Nous appelons les Congolais à la prise de conscience. Oh, que l'Esprit de Dieu les réveille. Pour qu'ils cessent d'être corrompus. Pour qu'ils cessent d'être utilisés. Ça suffit. Parce que ça dépasse. Ce qui se passe, ça dépasse l'entendement humain. Sincèrement. Seule l'intervention divine pourra effectivement réveiller ces ossements desséchés qui sont morts. Ça fait partie, ce qui se passe en RDC, ça fait partie de la troisième branche dont je vous ai parlé hier, les compagnies minières. Depuis là, c'est eux qui ont divisé le Soudan, les compagnies pétrolières. Ceux qui ont divisé la Somalie, les compagnies pétrolières. En RDC, toutes ces personnes-là, ce qu'ils cherchent dans leur vie, c'est-à-dire le matériel. La vie humaine n'a pas de sens chez ces personnes-là. C'est posséder, c'est ça. Alors, Bachir, je ne peux pas trop faire ça, donc
comme nous le disons, nous demandons l'intervention divine dans cette zone. Bachir, on n'entend plus notre frère Delphin, le combattant Delphin de Bujumbura. Je ne sais pas si tu as de ces nouvelles. Et je vais profiter aussi pour donner, pour encore éveiller et réveiller notre frère combattant Blegoudé, qui aujourd'hui est tombé sur la charme de Lucifer. Nous voulons lui dire que il ne peut pas faire cette réconciliation dont il s'arme vraiment. On l'a fait comprendre que c'est ça, parce que le logiciel que la France utilise, c'est ce que la France veut lui utiliser, et ce logiciel-là est déjà dépassé. Parce que c'est la France qui a fait la guerre en Côte d'Ivoire et a tué les Ivoiriens en utilisant les Ivoiriens. Donc si le Goudé pense qu'il va faire une réconciliation en laissant la France tranquille en Côte d'Ivoire, je pense que la justice qu'il cherche ne peut pas être faite ainsi. S'il a les oreilles pour écouter, qu'il écoute, que les gens lui transmettent ce message. Nous voulons aussi répondre à François Hollande, qui a dit que les Russes jouent le rôle de néocolonisateurs en Afrique. Nous voulons lui dire que honte à lui, et à tous ces Français-là qui pensent toujours que c'est eux qui vont nous dicter ce que nous allons faire. Ce qu'ils ont fait à l'Afrique, s'ils continuent de mettre l'huile dans le feu, nous disons que la France finira par disparaître. S'ils veulent, ils n'ont qu'à continuer toujours à vouloir manipuler les Africains, en voulant les utiliser comme des objets, en parlant comme ils sont les maîtres de la vie des Africains. Ils n'ont qu'à continuer. Parce que tout se paie ici-bas. Ils vont payer le prix. Et la justice divine doit trancher. Je m'arrête là. Nous sommes en guerre. Que ceux qui ont des élèves, qu'ils entendent et qu'ils sachent que nous sommes en guerre. Merci. Merci à vous également, Jean Sarpono. Jonathan Batenguene, je me retourne vers vous. Ce que vous avez qualifié, je veux dire, ce pseudo-terrorisme djihadiste à l'est de la RDC, que vous avez qualifié d'invention, est-ce que cela s'inscrit dans une stratégie politique de Kinshasa pour s'attirer les faveurs de la communauté internationale? Je dis ça en mentionnant quand même que notre ami Sarpono a rappelé que dans quelques jours, le pape sera reçu du côté de la RDC, et Gallo Sely qui rappelait quand même que Paul Kagame du Rwanda a accepté héberger sur son territoire des migrants du point de vue occidental, et c'est à Kigali. En fait, d'abord, la stratégie d'héberger des migrants, oui. Ce n'est pas les migrants qui inquiètent, c'est l'idée saugrenue et tout à fait abjecte, ou bien, on ne sait pas, tirée des cheveux, de Paul Kagame, d'accueillir les réfugiés d'Afghanistan, oui, qu'il compte relocaliser à la frontière avec la RDC. La RDC. Encore tout proche de l'est de la RDC. Vous voyez un peu, c'est bizarre. Oui. C'est bizarre, cette manière de relocaliser des Afghans. Or, qu'est-ce qu'on sait des Afghans? On sait que les Afghans, particulièrement les talibans, la ethnie, parce que taliban, ce n'est pas une caste, c'est une ethnie. Ce regroupement, en fait, les talibans, ce sont des apprenants en principe. Voilà, les apprenants. Non, ils sont tous d'une ethnie. Ils ont une ethnie. Les talibés, voilà, c'est les apprenants. Les talibans, et ils ont leur ethnie, dont ils sont presque tous originaires. Alors, lorsque vous allez les placer à l'ouest du Rwanda, l'ouest du Rwanda, oui, ces individus, pour la plupart, font leur apprentissage, justement, les écoles de les talibés. Leur apprentissage se passe au Pakistan. oui. Et il est prouvé que dans les villes où ils font leur apprentissage, c'est des villes où l'enseignement est radicaliste. Donc c'est un islam de combat qui leur est enseigné, qui n'est pas l'islam au sens... moi j'ai vu aujourd'hui beaucoup d'Algériens, de Marocains et d'Égyptiens s'offusquer parce que les talibans ont demandé que dans leur pays, désormais, il n'y aura plus les médecins pour hommes qui vont ausculter les femmes. Et les femmes sont interdites d'aller à l'école. Comment donc les femmes qui seront malades seront soignées? On se pose bien des questions. Ils ont même décidé encore aujourd'hui qu'il n'y aura plus de poètes.
la poésie, pour eux, c'est haram. Donc, il n'y aura plus de poètes et les poétesses. Il y a une poétesse qui a dû s'exiler aujourd'hui dans un des pays musulmans. Alors, c'est un type d'islam spécifique. Quand vous regardez, c'est une construction internationale. La décision d'accueillir les Afghans dans cette zone, c'est qu'il y a un type d'islam qu'on veut qu'il se développe tout près des zones de radicalisation. En fait, qui va permettre les zones, qui va devenir la zone de radicalisation. Parce qu'ils se rendent compte d'une chose. Pour trouver les combattants radicalisés, il faut remonter la corne de l'Afrique, aller jusqu'en Somalie. Traverser. Donc, vous allez traverser le Kenya, vous allez traverser l'Ouganda, le Kenya, vous remontez Soudan, une partie, et puis vous arrivez là. C'est trop loin, c'est trop loin. Donc, la solution, c'est ramener les Afghans. Vous voyez que quand Paul Kagame prend des accords internationaux, on dit dans les médias mensonges, on nous dit « Oh oui, l'humanisme de Kagame, il est en train de donner des solutions. » Et nous disons encore aux Africains, ce qui est en train de se tramer, c'est dangereux pour la RDC. Quel est le péché de Kinshasa dans tout ça? Alors, avec M. Tshisekedi, d'abord, lui, il ne se bat pas pour la véritable libération de la RDC. Quand vous regardez les offensives de l'armée congolaise, elles sont mièvres. Vous regardez les efforts pour doter l'armée congolaise de la capacité de feu à mettre tous ces hordes de criminels en déroute. Ces efforts ne sont pas véritablement faits. Vous regardez au plan international la stratégie de M. Tshisekedi, c'est la stratégie de la distraction par les querelles, les joutes verbales. Monsieur Tshisekedi va prendre la parole à la télévision, il va se montrer très agressif, il va utiliser un langage assez discourtois vis-à-vis des Occidentaux, mais le reste, il reste leur toutou. Il reste leur toutou. Il est toujours dans des bonnes considérations avec eux. C'est la France qui va lui donner un tel privilège dans la coopération. C'est les États-Unis. Il va chercher à être toujours bien vu par les États-Unis et malheureusement, ça retombe. Donc, il n'y a pas de véritables efforts au niveau de Kinshasa. Plutôt même, on soupçonne que M. Tshisekedi est en train simplement de donner à ce plan les éléments de sa maturation. Il faut noter que, et nous aimons toujours avoir ces éléments comparatifs, en 2014, le dernier à avoir lancé une vraie offensive contre les ADF, c'était M. Kabila. C'était Kabila. On peut nous prêter de soutenir, mais c'est les faits historiques qui sont insolents, qui sont têtus, qui ne peuvent se prêter à aucun commentaire tendancieux. Monsieur, le dernier à avoir combattu les ADF, c'est M. Kabila. Donc M. Kabila avait montré de véritables velléités. Et dans son combat, il n'avait pas lancé seulement l'offensive contre les ADF. C'était en application des accords de Luanda, qui, dans les accords de tripartite de Luanda, convenait que désormais, les groupes armés non étatiques sur le territoire de RDC devaient être pourchassés, à la fois par la force des Nations Unies et par l'armée congolaise en appui d'une force sous-régionale. Ça n'a jamais été mis en application. Aucun partenaire de la RDC n'a appuyé la RDC dans la résolution, dans le cadre de la mise en œuvre de cette résolution. Mais le président Kabila, après avoir été confronté au péril des M23 en 2012, avoir vaincu le M23 en 2013, il décide donc de mettre sur pied, de mettre en application la feuille de route de Luanda. Et il attaque donc en 2014 les ADF Nalu. En 2015, il attaque les FDLR, qui sont la menace brandie par Kagame pour dire si je ne suis pas en alerte au niveau de l'Est de la RDC, ces gens-là peuvent revenir parce que les FDLR, c'est l'ancienne armée régulière du Rwanda. Donc, il dit j'attaque les FDLR. Mais étrangement, et la fameuse secrétaire générale de la francophonie était ministre des Affaires étrangères, étrangement à cette période, le Rwanda, qui dit que les FDLR sont une menace,
n'a pas porté son soutien à l'action de M. Kabila. Plutôt, dans l'attrition médiatique qui a commencé à être soulevée contre le président Kabila, le Rwanda a participé, a contribué à affaiblir. Donc il y a comme une volonté que ces groupes rebelles soient maintenus sur le territoire de la RDC, parce que nous le disons encore, c'est un projet de partition qui est en cours. Les éléments de maturation sont en train de se faire, de prendre du volume avec le président Tshisekedi. Et le président Tshisekedi, son seul travail, c'est de nous entraîner dans la distraction des joutes verbales, des discours pompeux, des déclarations fortes, des positions spectaculaires, mais en fait, ce que le sociologue camerounais Claude Abbé appelle la gesticulation. C'est-à-dire là de faire semblant d'agir et pourtant on est toujours sur place. Donnons la parole à Zerfel, ce sera le dernier certainement de nos appelants de ce soir. Zerfel, bonsoir. Ok, bonsoir Bachi, bonsoir Jonathan, bonsoir à tous les techniciens, sans oublier tous les journalistes de For You. Et excusez-moi Bachi, si je rentre dans un sujet qui n'est pas aujourd'hui du jour, tout simplement parce que je vous ai envoyé une vidéo, je ne sais pas si vous avez visionné cette vidéo, parce qu'on peut parler de tout, hein, on peut parler de tout. Mais si nous avons des ingénieurs, des gens qui sont là pour analyser comme Jonathan, des têtes comme ça, on ne doit pas les négliger. Aujourd'hui, nous avons comme un génie zimbabwéen qui est là aujourd'hui, qui est, comment dirais-je, qu'au lieu de protéger ce monsieur, pour que tous les Africains, les politiciens, tous ces gars-là doivent protéger ce monsieur-là, parce que ce qu'il a découvert, ce qu'il a fait dans son pays, ça peut boucher, c'est-à-dire que ça peut, comment dire, lancer l'Afrique devant ces Européens. Mais nous, si ce sont les Européens, là, il y a longtemps qu'il est partout, tous les, comment dire, les médias, mais nous les Africains, on fait que parler de la politique. Oui, nous parlons de la politique. Mais ceux qui parlent de la politique pour nous, ils traînent toujours les pas et les gars nous piétinent. Alors si nous avons nos génies, on doit les protéger et on doit parler d'eux pour ne pas que les Européens viennent les tuer et pour que nous pleurions tous les jours. C'est pourquoi j'ai appelé pour signaler que ce monsieur-là, que vous, votre directeur du programme de choses de For You, vraiment plus et prendre ça à bas le corps pour que vous parliez de ça un jour sur cette télévision pour que tous les Africains puissent voir ce que le monsieur il a fait. Parce que les Blancs même ne peuvent pas faire ce qu'il a fait dans son pays. Alors ce monsieur, comme aujourd'hui, les gars veulent l'éliminer. Alors c'est pourquoi j'ai appelé pour donner un peu de signal pour que ce n'est pas politique seulement, mais il y a l'économie et il y a aussi la dignité que nous avons aussi dans ce continent-là, qu'on ne met pas en valeur. Merci. Merci à vous également, cher Zerfel, pour la contribution. Jonathan Batenguini, on va refermer l'édition avec vous. Alors, il faut bien rappeler que de plus en plus, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir affecter ces nouvelles attaques aux ADF Nalou, mais du côté des populations à Béni, ils disent qu'il y a des vrais et des faux ADF. Donc, du coup, ça revient à ma question précédente. Est-ce que Kinshasa ne serait pas dans une stratégie? Vrai, faux ADF. Oui. Là, ça, on rentre dans un trou, oui, c'est ce qu'ils chasse disent. aux sorcières. En fait, quand j'ai lu le message d'un de ces habitants de Béni, en fait, il estime que après Kabila, vous avez parlé de l'époque de Kabila, après Kabila, ils ont pu quand même trouver une façon de vivre sereinement avec ces gens-là et il n'y avait pas. C'est justement là toute l'anomalie. Oui. Parce que le processus d'endogénéisation, c'est ça. C'est d'amener, quand on parle tout le temps, nous utilisons peut-être sur le concept peut-être un peu trop savant. Mais l'endogénéisation, c'est quoi? C'est que si ici, on veut, le directeur général veut nous habituer à vivre dans un inconfort, il commence, par exemple, par couper la clim pendant l'émission. Il dit, bon, il n'y aura plus, le plateau sera simplement... non, ça ne sera pas climatisé. Donc, après un certain temps, il dit, bon, il faut diminuer l'éclairage. Après un certain temps, et après, la précarité va s'endogénéiser dans ce plateau. C'est-à-dire que lorsqu'on aura même un peu d'éclairage, on va se dire, ah, c'est beaucoup mieux que d'habitude.
c'est beaucoup mieux que. Et après, on va rentrer dans une chasse aux sorcières, un peu comme ça se passe là, en disant, il y a des jours où c'était la direction, il y a les jours où c'est les employés. On va commencer à dire, ça, c'était du fait des employés. Et on va se taper dessus. Alors que le problème, en général, c'est les questions de la précarité des conditions de travail. Donc, il s'agit, pour ceux qui sont en train de construire cela, d'amener les populations déjà d'abord à légitimer la présence de tels groupes armés sur le territoire. Et j'ai parlé tout à l'heure, en fait nous avons abordé ça, les villes qui sont carrément aujourd'hui réputées être des bastions des EDF. Non mais attendons, EDF, c'est pas un parti politique. C'est comme une rébellion. Une rébellion. Voilà déjà l'anomalie. Et vous voyez que le message lui-même est anormal. C'est-à-dire de dire que nous sommes habitués aux rebelles. C'est une anomalie. Donc on a déjà commencé à endogénéiser ces populations avec le mal. Et sans se rendre compte, ils sont déjà en train de vivre avec le mal. Mais on en rit. Mais demain, ce qui est grave, c'est qu'ils vont se dire, il y avait de bons musulmans et de mauvais musulmans. Et après, ils vont dire, les mauvais musulmans ont contaminé même les bons. Parce que c'est de fil en aiguille qu'on construit. Et après, ils vont dire, ah, maintenant, on ne comprend plus rien à cette affaire. Parce que ça prend de l'ampleur. Non, il ne faut pas rentrer dans cette acceptation du mal. Les EDF, il y a des accords qui ont été signés, les accords de Luanda. Le Rwanda en est signataire, l'Ouganda signataire, la RDC signataire. Et les garants, c'est les Nations Unies. Normalement, en tant que tels, tous ces pays qui sont des partenaires de la RDC auraient dû apporter leur soutien à la RDC pour enlever ces groupes armés non étatiques, ces groupes rebelles, ces groupes criminels. Parce que quand on dit rebelles, non étatiques, c'est une manière de leur donner une appellation conforme. Mais c'est des groupes criminels, enlever ces groupes criminels du territoire congolais. Et le dernier président qui avait réussi à le faire, qui avait réussi à commencer à le faire en 2014-2015, c'était Kabila. Aujourd'hui, le peuple congolais est donc face à son destin. L'élection 2024, c'est 2023, 2023 qui s'annonce, il faut faire revenir Kabila. Ça, c'est... Beaucoup de gens nous le disent. Oh, Kabila, il a fait ci. Il n'y a pas d'ange au pouvoir. Mais il y a des actes, quand ils sont posés, qui peuvent permettre à un pays d'avancer. Il faut faire revenir M. Kabila. Kabila, c'est la solution pour résoudre toutes ces crises avec les groupes armés non étatiques, les groupes armés criminels qui sont sur le territoire de la RDC et qui menacent la RDC de partition. Il faut un Kabila pour sauver la RDC. Merci à Jonathan Batengene et à tous nos téléspectateurs. Ils étaient nombreux aujourd'hui encore à partager ce moment de réflexion avec nous. On les retrouvera demain à la même heure, Inch'Allah, pour le même programme. Et d'ici là, portez-vous bien et patientez pour suivre le grand journal de Foyo, conduit par Blegoudé Madone.